Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue. On se retrouve ce mois-ci pour un nouveau numéro de Avec vous au quotidien, le magazine qui décrypte les questions de société et qui éclaire les sujets qui vous posent question. Alors, nous allons parler cette fois de divorce, phénomène de société qui depuis plusieurs années maintenant touche un très grand nombre d'entre vous. Comment se séparer dans de bonnes conditions en faisant en sorte que chacun s'y retrouve, y compris financièrement? Comment faire au mieux avec les enfants s'il y en a? Eh bien, autant de questions auxquelles nos deux invités ici présentes vont pouvoir répondre. Divorce, faire les comptes, c'est parti. Aline Asclar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notaire installé dans les Côtes-d'Armor à Gouarec et vous allez donc nous apporter votre éclairage en matière de séparation. Et puis à côté de vous, nous avons Maître Aurélie Flamia, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Brest, spécialiste du droit de la famille, des personnes et du patrimoine. Alors je voulais qu'on commence par quelques chiffres. On estime à peu près 130 000 le nombre de divorces chaque année en France. C'était à peine 45 000 dans les années 70. Alors les choses ont beaucoup évolué depuis. 45% des mariages se soldent par un divorce et c'est plus de 1,6 million d'enfants qui vivent donc aujourd'hui dans des familles dites recomposées. Aurélie Flamia, je crois qu'on peut catégoriser le divorce en deux parties. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, donc il y a le divorce qui se passe par l'intermédiaire du juge. Donc on saisit un juge pour que le juge tranche les désaccords qui existent entre les époux et donc rendre un jugement. Et puis, d'un autre côté, il y a un divorce qui s'appelle divorce par consentement mutuel, qui, lui, suppose que les époux soient d'accord sur tous les points, toutes les conséquences du divorce. Et donc, eh bien, à ce moment-là, le juge n'est pas saisi, puisqu'en fait, c'est une convention de divorce qui est signée entre les époux et leurs avocats et qui ensuite est enregistrée par le notaire. Donc voilà, un divorce qu'on appelle à l'amiable et puis le divorce judiciaire que vous exposiez en premier. Il y a eu un changement législatif majeur en 2017 qui a vraiment changé la donne. Vous pouvez nous expliquer ? Alors, il porte sur le divorce par consentement mutuel, puisque jusqu'alors, il y avait une convention de divorce qui était effectivement conclue entre les époux, qui pouvaient d'ailleurs n'avoir qu'un seul avocat, alors que maintenant, chaque époux doit avoir son propre avocat. Et donc, on n'a pas d'homologation par le juge, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'avoir recours au juge pour qu'il homologue cette convention. Alors, le pendant de ça, c'est que la loi prévoit que chaque époux doit être assisté de son propre avocat pour que les intérêts des deux époux soient bien préservés. Mais le pendant aussi de ça, c'est que, eh bien, on n'est pas soumis au délai de la justice et que, eh bien, forcément, ce divorce-là est plus rapide dorénavant que jusqu'alors, avant la réforme. Oui, parce que c'était à peu près 2 ans une procédure de divorce quand on passe devant le juge. Alors, par consentement mutuel, c'était quand même plus court. Oui. Néanmoins, on avait les délais d'attente de convocation devant le tribunal qui forcément allongeaient la procédure. Aline Asclar, quel rôle et quelle intervention du notaire dans la procédure de divorce ? Alors, en qualité de notaire, on intervient dans tout type de divorce, qu'il soit plutôt contentieux ou par consentement mutuel. Et notre rôle, il est essentiellement dans la détermination du patrimoine et la liquidation. On appelle ça la liquidation du régime matrimonial. Puisque, comme le titre de l'émission aujourd'hui nous le fait comprendre, lorsque l'on divorce, on partage les biens et on doit faire des comptes. C'est tout à fait juste. Donc nous, on intervient sur le volet patrimonial. D'accord. À quel moment on vient vous voir de manière générale ? En règle générale, les époux viennent nous voir dès qu'ils sont dans la situation ils ont pris la décision de divorcer pour justement savoir comment ça va se passer. Donc essentiellement, on a souvent des biens immobiliers, on a une maison et on vient nous voir pour justement avoir des conseils sur la répartition des biens, comment ça va pouvoir se passer. Il y a d'autres pans, on va les évoquer tout à l'heure. Il n'y a pas que la liquidation, mais nous, notre axe principal d'intervention reste le volet patrimonial et la liquidation des biens avec les attributions. Le divorce par consentement mutuel, donc sans l'intervention du juge, est majoritaire. On estime à peu près à 55,2% des divorces depuis l'entrée en vigueur de cette mesure, donc en 2017. Vous me disiez d'ailleurs que c'était souvent plus, par exemple, dans votre... Moi, au sein de mon cabinet, j'ai regardé, je suis à plus de 70% de divorces par consentement mutuel. C'est vraiment quelque chose qui se généralise. Pourtant, consentement ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, du moins au démarrage. Qu'est-ce qui est sujet de crispation dans les divorces, mesdames ? Du point de vue patrimonial, peut-être que je laisserai Maître Asclar en parler, mais le sujet de crispation majeure que je peux, moi, rencontrer à mon niveau, c'est aussi
la question de la garde des enfants. Puisqu'évidemment, si les parents sont en désaccord sur ce sujet-là, garde alternée ou pas garde alternée, résidence des enfants chez l'un ou l'autre des parents, eh bien forcément, c'est un sujet qui peut entraîner des crispations entre les époux, puis même conduire à des désaccords très importants. Aline Asclar, sur l'aspect répartition des biens, c'est aussi un vrai sujet de crispation. Tout à fait, puisqu'en fait on touche aux intérêts financiers et donc on a effectivement, il faut trouver un accord global, un accord où personne ne se sente lésé. Et effectivement, on peut ne pas s'entendre sur tout, c'est-à-dire que le consentement mutuel, on a aussi des professionnels qui sont là pour vous accompagner et vous éclairer. Maintenant, on essaie de trouver un accord. Donc l'accord, il peut être trouvé, il ne correspond pas aux souhaits des époux, mais effectivement, les points de crispation vont être l'évaluation des biens, comment on les répartit, et quelles sont les règles selon lesquelles on doit les répartir, puisqu'en fait, il y a des règles. Et justement, alors de quel type de biens on parle et comment se fait ce partage ? Alors, donc, quand on parle de vos biens, on parle de tout ce que vous possédez. Donc, essentiellement, ça va être les immeubles, donc les biens immobiliers, votre résidence principale, voire votre résidence secondaire, voire un bien dont vous avez hérité. On parle aussi de tous vos comptes bancaires, vos biens mobiliers. Donc, on a les comptes bancaires, les placements. On a tout ce qui est fonds de commerce, parts de société. On a le pan mobilier aussi, puisqu'il faut, quand on divorce, il faut qu'on partage tous les biens. Les véhicules, le mobilier, quand il y a une entreprise, des choses comme ça, les sociétés. Donc, c'est variable en fonction des couples. Mais en tout cas, il faut qu'on donne une valeur à tout. Bien. Ouais, un inventaire extrêmement complet. Est-ce que, là, quand on parlait de la répartition de ces biens, est-ce que le contrat de mariage peut faire la part des choses ? Tout à fait. En fait, on a d'abord l'évaluation des biens. Et ensuite, il y a la question de la répartition. Et la répartition, la manière dont les époux ont des droits dans les biens et dont on va pouvoir les répartir, dépend en fait de la manière du régime auquel vous êtes soumis. Donc aujourd'hui, en l'absence de contrat au moment du mariage, vous êtes sous un régime dit régime légal, qui est appelé la communauté. Donc ça, c'est un régime qui est très répandu, puisque la plupart des gens aujourd'hui se marient sans contrat. Mais ce régime, qui des fois est méconnu, puisqu'en fait, on adopte ce régime par défaut, à défaut d'avoir opté pour un autre type de régime. Il y a des règles précises fixées par le Code civil. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'effectivement, en l'absence de contrat, des fois, nos clients ne se sont jamais posé de questions sur qu'est-ce qui se passera le jour où, malheureusement, on en arrivera à la situation à laquelle on ne pense pas, forcément. Quoi de mieux qu'une illustration de terrain pour expliquer expliciter même ce que l'on est en train d'évoquer. Nous étions présents à la signature d'un contrat de mariage dans une étude notariale rennaise. Regardez. On est Claire et Jérémy, on est médecins tous les deux et on se marie là au mois de mai civilement. Mais avant leur union, ce couple a choisi de faire réaliser un contrat de mariage par leur notaire et c'est aujourd'hui qu'ils signent. Allez-y, je vous en prie. Merci. Bonjour donc et bienvenue, c'est aujourd'hui qu'on va signer le contrat de mariage. Et il en existe 4 en France, cela permet de répondre aux différents besoins des couples. Pas de solution unique, c'est presque du sur-mesure. Le régime légal, c'est le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le deuxième régime est un régime très connu, c'est le régime de la séparation des biens. On y va assez facilement quand on veut se mettre à l'abri professionnellement ou quand on veut de manière indépendante investir, acheter un bien, créer une richesse à titre personnel. On a également le troisième qui est la communauté universelle. Là, tout est commun, y compris les biens reçus par donation, par succession, les héritages. Tout ce que je constitue, que je reçois comme richesse, sera commun. Et puis on a le régime de la participation aux acquêts, qui est un mix entre la communauté et la séparation des biens. On a contrevenu à cette règle. 90% des futurs mariés décident de consulter un notaire, mais la grande majorité ne signe pas de contrat de mariage et préfère rester sur la communauté réduite aux acquêts. Le contrat de mariage est une discussion qu'on a avec les futurs mariés pour savoir sous quel régime ils veulent fonctionner pendant toute leur vie juridique. Est-ce que je veux diviser mes comptes? Est-ce que je veux avoir mon patrimoine personnel? Est-ce que je considère que quand je mets un contrat d'assurance vie à mon nom, il t'appartient aussi? Des équilibres et des déséquilibres se créent. Et on a besoin, ab initio, donc au départ, de créer peut-être des conventions entre les futurs époux pour régir justement l'avenir
Et l'avenir, parfois, c'est aussi le divorce. Signez, allez-y, je vous en prie. Mais pour Claire et Jérémy, pas question de parler séparation. Tous les deux dans le domaine de la santé, leur situation professionnelle pourrait évoluer vers une profession libérale. Alors, le contrat de mariage, c'est avant tout pour se protéger. Il y avait quand même cette connotation que le contrat de mariage, c'était un petit peu individualiste, c'était un petit peu pour garder chacun ses propriétés, chacun son argent. C'est vraiment pas l'idée, c'est vraiment pas le but, c'est vraiment pas l'objectif. Nous, c'était vraiment plutôt pour se protéger l'un et l'autre que pour se protéger l'un de l'autre. On est parti. Les situations personnelles, de couple, financières peuvent évoluer au fil des années. Le contrat de mariage, comme pour Claire et Jérémy, c'est donc aussi et surtout de l'anticipation. Aline Asclar, dans ces moments d'union, on vient de le voir, on n'a pas forcément envie de penser à cette question de la séparation, mais le terme « faire les comptes » de notre émission, il n'a pas été choisi par hasard. Vous dites vraiment, ça c'est extrêmement important de comptabiliser, de garder même des preuves. Tout à fait. En fait, l'essentiel, on le voit bien dans ce reportage, c'est peut-être pour avoir l'information avant de se marier de comment fonctionne ce régime légal qui est adopté par la plupart des couples et qui a des règles qui lui sont propres et qui sont souvent adaptées à la situation. Les contrats de mariage permettent effectivement, peut-être on s'adapte à une situation différente et permettent de répondre à des questions, puisque chacun a des professions différentes, un patrimoine différent. Mais ce qui est essentiel, c'est de comprendre le fonctionnement de votre régime, puisque nous, ce qu'on constate quand les gens nous consultent au moment du divorce, c'est peut-être qu'ils n'avaient pas conscience du fonctionnement et de ce qu'on pouvait leur demander si un jour on doit faire des vérifications ou faire des comptes. Tout à fait. Donc, il y a tout un système de preuves, effectivement, de biens, de flux financiers en fait. Par exemple, si je prends l'exemple de quelqu'un qui est marié sans contrat, on va vous dire que tout est commun. À partir du mariage, effectivement, les biens sont communs, moitié chacun, mais ce n'est pas le cas des biens dont vous allez hériter ou que vous allez recevoir par succession. Et nous, en tant que professionnels, quand on doit liquider votre régime matrimonial et vérifier les flux financiers pour rééquilibrer, établir une liquidation conforme à la réalité du régime, c'est là où on va vous demander de justifier de certains flux financiers. Et quand on est de nombreuses années plus tard, si vous n'avez pas été informé qu'il faudrait un jour justifier, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on n'a plus accès vraiment facilement, en plus, à tous les documents que nous, on peut vous demander. Aurélie Flamia, sur l'aspect financier, quand vos clients viennent vous voir, ils veulent divorcer souvent rapidement, mais il y a une vraie crainte de perdre en niveau de vie. Oui. Comment vous gérez cette question-là ? Alors, cette question peut être abordée sous l'angle de la prestation compensatoire, puisque effectivement, il faut savoir que lorsqu'il y a quand même une certaine durée de mariage, pas au bout de 2-3 ans de mariage, mais quand il y a une certaine durée de mariage, eh bien, à ce moment-là, et qu'il y a une disparité dans les situations respectives des époux, eh bien, à ce moment-là, celui qui est dans la situation financière la plus délicate peut envisager de faire valoir un droit à une prestation compensatoire. Ce droit est forcément plus appliqué dans certaines catégories où, par exemple, l'épouse a cessé de travailler ou a travaillé à temps partiel pour s'occuper de l'éducation des enfants. Et c'est encore quelque chose qu'on voit aujourd'hui dans les divorces actuels. Et effectivement, aura des droits à retraite inférieurs à ceux de son époux. Eh bien, la prestation compensatoire, elle est là pour compenser, en tout cas en partie, la disparité qui résultera de la rupture du mariage. Il ne faut pas imaginer non plus que la prestation compensatoire, elle est là pour niveler les fortunes des deux époux, ou bien en tout cas les situations financières. On n'arrivera pas aux mêmes situations que s'il n'y avait pas eu divorce, mais néanmoins, ça permet de compenser au moins partiellement cette disparité créée par le mariage. Voilà, et là, l'avocat va être dans son rôle en estimant aussi cette prestation compensatoire et en défendant les intérêts de son client. On l'a dit tout à l'heure en introduction, le deuxième point de crispation lors des divorces est souvent la garde des enfants quand il y en a. Quel type d'arrangements sont possibles en la matière ? Alors, beaucoup d'arrangements sont possibles. C'est-à-dire qu'on pense traditionnellement à la garde alternée et on pense sinon... C'est une semaine. Voilà. Mais sauf que la garde alternée, elle peut être adaptée.
Ça peut être par exemple du jeudi au lundi matin, ça peut être du mercredi au dimanche soir, ça peut être aussi sur la semaine du père, la maman qui ne travaille pas le mercredi, qui peut accueillir les enfants parce que justement elle est disponible même sur la semaine du père. Donc il ne faut pas non plus rester figé sur simplement une ou deux possibilités. Il faut avoir aussi de l'imagination et il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Autrement, évidemment, l'autre alternative, c'est quand la garde alternée n'est pas possible pour X raisons, soit la disponibilité d'un des parents, soit l'éloignement aussi des domiciles. À ce moment-là, on peut fixer la résidence des enfants au domicile d'un des deux parents. Et puis, l'autre parent bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement qu'on appelle classique quand il s'exerce un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. D'accord. Dans 80% des cas, encore aujourd'hui, la garde est attribuée à la mère, mais tout ça est en train quand même de changer et d'évoluer. Ah oui, je pense que les pères prennent vraiment leur place, tiennent à leur rôle de père, sans doute de plus en plus, et revendiquent cette égalité. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je constate dans mon cabinet régulièrement, des papas qui disent que voilà, ils souhaitent s'investir pleinement dans leur rôle de père. Peut-être parfois même que la séparation leur permet aussi de s'investir davantage, puisque voilà, ils vont organiser professionnellement leur vie pour pouvoir être présents une semaine sur 2 auprès de leurs enfants, et ça, on le voit très fréquemment. Donc il ne faut pas penser aujourd'hui que par principe la garde, lorsqu'un juge est sollicité, parce qu'évidemment quand on est en consentement mutuel, encore une fois s'il y a un accord on fait ce qu'on veut, mais il ne faut pas penser lorsqu'on saisit un juge que le juge par principe va donner la primauté à la maman, ce n'est pas le cas. Un mot rapide peut-être de la pension alimentaire, parce que là aussi ça peut être déterminé au moment du divorce. Voilà, donc on parlait aussi du perte de niveau de vie tout à l'heure, et bien effectivement, le rôle de la pension alimentaire, c'est d'essayer autant que faire se peut de maintenir un train de vie pour les enfants, cette fois, à peu près identique chez chacun des parents. Donc, effectivement, le parent qui a le plus de revenus peut avoir à verser une pension alimentaire à l'autre parent. Une idée reçue, j'en parle parce que j'entends souvent, c'est qu'en matière de garde alternée, il n'y a pas de pension alimentaire. Ce n'est pas forcément vrai. S'il y a une différence importante de revenus entre les deux parents, à ce moment-là, une pension alimentaire peut aussi être fixée en matière de garde alternée. Je voudrais qu'on dise un mot de la médiation, parce que c'est vraiment un réflexe qu'il faut prendre peut-être quand les discussions sont un peu mal engagées. On aurait voulu d'ailleurs tourner un reportage sur cette question, ça a été vraiment très compliqué, parce que visiblement c'est un sujet encore tabou. Aline Asclar, le notaire a ce rôle aussi de médiateur. Tout à fait. En fait, on est vraiment au plus près des clients. Tout comme les avocats, en fait, on travaille vraiment ensemble. On est là pour éclairer les clients. Alors souvent, dans un dossier, donc si on est en consentement mutuel, on aura 2 avocats, mais qui vont agir ensemble. Le but, c'est d'éclairer les clients. Ça remplace un petit peu l'intervention du juge. On est plusieurs professionnels à entourer et à expliquer, voilà, pour qu'ils aient un consentement éclairé. Donc, j'estime qu'effectivement, on a un rôle de médiateur. En même temps, on n'est pas. C'est une formation. On a, nous, au sein de la profession, une formation qui est proposée. On a vraiment, et auprès des tribunaux, vous pouvez avoir un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment médiateur et qui peut intervenir, effectivement. Donc là, le médiateur, il a ce regard nouveau, en fait, ce rôle vraiment d'essayer d'aider les clients pour les faire avancer, parce que souvent, effectivement, ça permet d'avoir un regard complètement indépendant de notre rôle de liquidateur et puis peut-être de calcul des intérêts et des intérêts financiers. Aurélie Flamia, vous avez fait une formation en ce qu'on appelle droit collaboratif. Vous pouvez nous en dire un mot assez rapidement ? Alors, c'est un processus qui nous vient du Canada et un processus de résolution amiable des conflits, des différends. Et il y a plusieurs avocats dans le barreau dans lequel j'exerce, par exemple à Brest, qui sont formés à ce processus de droit collaboratif. Il s'agit de respecter un cadre contractuel qui est conclu entre les époux ou les personnes non mariées d'ailleurs qui souhaitent avoir recours à ce processus. L'objectif, en fait, c'est par la discussion, par les réunions,
qui sont encadrés, vraiment encadrés, et bien sur le temps de parole, la reformulation, l'écoute. Il y a des techniques en fait pour permettre aux personnes de parvenir à des accords. Eh bien, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut le voir, il y a des études qui ont été faites là-dessus. Lorsqu'on a recours à ce processus de droit collaboratif, on constate qu'on parvient plus facilement à des accords. Alors, ça nécessite quand même de s'investir, puisque ça prend plus de temps qu'un divorce par consentement mutuel classique. Il faut des réunions à 4, il y en a plusieurs. Voilà, ça nécessite un peu de temps. Mais quand les situations sont complexes, ça apporte du... Ça peut apporter des résultats vraiment concrets, justement, quand il y a des points de crispation. Merci à toutes les deux. Alors, une petite pause dans cette émission parce que comme chaque mois, Vincent Levé va nous livrer les nouveautés, les points d'information sur les évolutions législatives et autres entrées en vigueur. Nous l'écoutons en nous tournant vers le pupitre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 3 actualités. La première concerne la pension alimentaire, le principe d'un versement automatique. Depuis le 1er mars 2022, le gouvernement met en place un principe de versement via la CAF ou via la MSA. Ça a 3 objectifs. Le premier, c'est d'éviter les retards de paiement et ainsi que les impayés. Le deuxième, c'est de protéger les familles qui sont monoparentales et potentiellement en situation de précarité. Et troisièmement, c'est de simplifier le quotidien, évidemment, des familles qui sont séparées. Le versement sera donc fait par la CAF ou par la MSA. Si vous êtes concerné par une pension alimentaire qui a été mise en œuvre avant le 1er mars 2022, sachez que vous pouvez toujours en faire la demande auprès de 2 sites internet. Le premier étant www.pension-alimentaire.caf.fr, le second www.pension-alimentaire.msa.fr. Ce sont 300 000 pensions alimentaires chaque année qui ne sont pas honorées, soit environ 30% des pensions sur le territoire national. Notre seconde actu concerne malheureusement le harcèlement scolaire. Sachez qu'un enfant sur 10 serait concerné par ce fléau. Le gouvernement a décidé, depuis le 3 mars 2022, d'en faire un délit qui serait puni par 10 ans de prison et 150 000 € d'amende maximale en cas de suicide ou de tentative de suicide. Troisième point, la retraite et le rachat de trimestres. Sachez que si vous avez entre 20 et 67 ans, il vous est possible de racheter jusqu'à 12 trimestres de points de retraite. Le prix de rachat tiendra compte de l'âge et du salaire de l'assuré. Prudence tout de même, puisqu'il s'agit d'une opération coûteuse, il faut étudier la rentabilité avant de se lancer. La grille de rachat de trimestre des cotisations de retraite, qui est publiée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, n'a pas évolué depuis 2013. Les plafonds de ressources, pour autant, impactent directement le coût du rachat et évoluent en fonction de l'augmentation du plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS. Voilà, merci beaucoup Vincent. On va prendre maintenant quelques questions de nos téléspectateurs, essayer d'y répondre de manière succincte. Alors, première question, je souhaite divorcer mais je n'ai pas les moyens. Comment payer un avocat, Aurélie Flamiard ? Alors, on peut aussi solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il faut pour cela vérifier que vous remplissez les critères financiers. Toutes les informations sont disponibles par Internet. Et puis, donc, vous téléchargez un dossier. Vous pouvez retirer aussi un dossier au tribunal ou en mairie, remplir ce dossier et le déposer au tribunal pour solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle en demandant la désignation soit d'un avocat par le bureau d'aide juridictionnelle, soit en sollicitant un avocat que vous avez déjà consulté et qui, à ce moment-là, indiquera s'il accepte ou pas d'intervenir à l'aide juridictionnelle. Un petit mot peut-être sur le coût du notaire dans son intervention pour le divorce ? Oui, tout à fait. Quand on intervient au moment de la liquidation des biens, et vous avez effectivement ce qu'on appelle des frais d'acte notarié qui correspondent à la rémunération du notaire pour dresser l'acte de liquidation. Il y a aussi un volet fiscalité, puisqu'il y a des impôts proportionnels qui sont dus. Donc c'est proportionnel à la valeur du patrimoine. Oui, donc ça dépend effectivement de la valeur des biens estimés. Deuxième question, mon mari m'a trompée mais je préfère divorcer à l'amiable pour des raisons économiques. Pourtant il a fait une faute. Que dois-je faire ? Il ne faut pas penser que le divorce pour faute est forcément la panacée. De nos jours, ça n'apporte pas grand-chose financièrement puisque les indemnisations sont extrêmement légères et puis qu'il y a un problème aussi au niveau de la preuve, c'est-à-dire qu'il faut rapporter la preuve de la faute, entre guillemets, et que ça implique aussi une procédure judiciaire plus longue. Donc on peut aussi avoir ses intérêts préservés en s'orientant vers un divorce à l'amiable. Dernière question peut-être pour vous, Aline. Quelles sont les taxes applicables sur une résidence secondaire en cas de divorce ? Madame veut racheter ma part, cela fait 22 ans que nous avons acheté. Il n'y a pas de plus-value, mais devrais-je quand même verser une contribution sociale généralisée ?
Alors la question de l'exigibilité d'une plus-value en cas de divorce, c'est un cas de dérogation. Ça veut dire que quand on fait un partage entre époux, vous n'êtes pas redevable de plus-value ni de la CSG-CRDS, donc il n'y aura pas de fiscalité. La fiscalité, elle est afférente au droit du partage, par rapport à la valeur des biens partagés, mais pas ce volet plus-value qu'on va retrouver plutôt dans les ventes. Merci à toutes les deux. Alors juste pour terminer, il nous reste une petite minute. On voulait préciser une chose, voilà, divorcer, c'est pas forcément la guerre. Les professionnels du droit que vous êtes ne sont pas là non plus pour la déclencher. Voilà, donc c'est souvent l'image peut-être qu'ont les avocats, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on travaille vraiment en concertation. Les avocats permettent de parvenir à des accords, même quand ça paraît compliqué, et qu'on n'est en tout cas pas là pour créer des désaccords là où il n'y en a pas. Aline Asclar. Oui, je rebondirai en disant qu'on ne crée pas de désaccord, ni les professionnels, ni les notaires, ni les avocats. Et on est même là à la disposition de nos clients pour essayer de les guider et de les amener vers le meilleur accord possible, qui est celui qu'ils trouveront ensemble finalement. Merci beaucoup à toutes les deux pour vos éclairages, c'était extrêmement précis. Le mois prochain, nous nous retrouvons sur ce même plateau pour une nouvelle émission avec vous au quotidien. Nous parlerons cette fois de résidence secondaire. Vous pouvez déjà poser vos questions sur le site Georges Mon Notaire Breton.